Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler d'un vieux problème de mécanique qui a été proposé par Maxwell en 1867, je crois, donc il y a un siècle et demi. Et je vais lui donner un nouvel éclairage grâce à des travaux d'un de ses contemporains qui a beaucoup de contributions en hydraulique, d'où le nom du laboratoire d'ailleurs, hein, parce que c'était un illustre ancien de l'école des ponts, Azemar Barré de Saint-Venant. Et il n'aurait certainement pas renié non plus les nombreuses applications du problème en hydraulique, dont je ne vais pas beaucoup vous parler aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la question théorique de mécanique. Donc, juste pour les mentionner quand même, de quelles applications parle-t-on et quelle est cette question? Donc, cette question, c'est la modélisation à l'aide d'un modèle de fluide continu de matériaux hétérogènes avec une microstructure. C'est d'ailleurs comme ça, en ces termes, qu'avait énoncé Maxwell en 1867. Et les applications qu'on a en tête, notamment pour l'hydraulique, ce sont des écoulements turbulents, où là on voit un jet, par exemple, imagé par un laser. Clairement, il y a une microstructure de tourbillon pour de l'eau. Là, on voit quoi? On voit un barrage d'où sort beaucoup de sédiments, donc des suspensions de particules rigides. C'est évidemment une question hautement importante pour des exploitants de barrages hydroélectriques. Et une question plus simple que je vais adresser, enfin une application plus simple que je vais adresser aujourd'hui, c'est celle de particules de masse élevée dans une solution, particules déformables qui créent une microstructure et qui peuvent être juste diluées et pourtant fortement impacter la mécanique de cette solution. Je vais vous montrer ça juste après dans des exemples. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre à l'aide d'un modèle de mécanique des fluides de milieu continu. Donc qu'est-ce que j'entends par bon modèle? Du coup, ça va être un modèle qui va avoir comme inconnu des variables de champ continu, un champ de masse. Pour préserver la masse, justement, on lui associe souvent un champ de vitesse par le flux de masse. Pour préserver l'énergie, on a besoin de champs qui vont décrire en plus les autres composantes de l'énergie totale du fluide. Donc admettons ici que ce soit simplement l'énergie interne, ce qui permet au passage de définir les efforts de Cauchy. Et donc on a finalement un système en général écrit sur ρ et U, éventuellement E en plus. Bon, voilà. Ça va être le genre de choses que je vais chercher. Et là, on ne voit pas les petites cochonneries qui vont en fluide quand on écrit ça. On y vient, justement. C'est très général. J'y vais doucement, parce qu'il y a beaucoup de notations après. Voilà. Et qu'est-ce qu'on cherche à modéliser avec ça? Donc là, j'ai pris les excellentes images produites par un groupe du MIT qui essaie de comprendre à l'aide de particules massives diluées dans une suspension, qu'est-ce qu'on cherche à mettre en évidence comme comportement mécanique, avec un modèle de type que je vous ai montré avant. Eh bien, donc il y a ces modèles de polymères qui sont les modèles également physiques en fait. Ça ne se trouve pas vraiment dans la nature, mais c'est pratique pour mettre en évidence certains comportements des fluides non newtoniens. Donc par non newtonien, j'entends la chose suivante, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'hypothèse, contrairement à Navier-Stokes, que le tenseur des efforts est directement proportionnel au taux de déformation via une constante. Et en fait, pourquoi on ne peut pas? Parce que, par exemple, dans une élongation, telle qu'on la provoque en siphonnant un fluide avec un petit peu de polymère dedans, pas beaucoup, je crois que c'est moins d'1% en masse, qu'est-ce qui se passe? Les efforts sont de plus en plus importants quand on tire dans le sens de l'élongation sur le fluide. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne se brise pas. On peut siphonner complètement le pot uniquement en aspirant avec une seringue. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hardening. Donc si on fait un petit schéma avec une mesure des efforts et en ordonnée et en abscisse une mesure des déformations, là, comme on a une déformation élongationnelle, donc si on pense à comme déformation un taux de déformation en temps, c'est des composantes diagonales dans la base axissymétrique qu'il faut penser. Et plus on tire sur le fluide, plutôt d'être proportionnel et donc le long de cette droite, on va être au-dessus. Voilà, on va être dans le hardening pour la coefficient nu. OK. Et qu'est-ce qui se passe si on fait d'autres écoulements, le cisaillement par exemple, ce qu'on appelle des shear flows? Là, on va déstructurer le fluide. Il va se passer le contraire. On va plutôt, en général, le rendre réo-fluidifiant. Alors du coup, on pourrait dire on va juste prendre nu qui est une fonction de d de u. Eh bien, ça ne suffit pas, parce que, et c'est ça qui a suscité beaucoup d'intérêt sur cette question après la Seconde Guerre mondiale,
depuis Weissenberg, par exemple, en 1947, on s'est aperçu qu'on ne pouvait de toute façon pas écrire les efforts comme étant proportionnels aux tenseurs des déformations, parce qu'il y a des composantes des efforts qui ne se retrouvent pas dans les déformations. Ce sont ce qu'on appelle les efforts normaux. Donc typiquement, c'est ça qui permet de provoquer, avec du cisaillement, la montée du fluide le long de l'axe, parce que le fluide est poussé vers l'axe, de l'extérieur vers l'intérieur, à cause de cet effort normal, qu'on ne retrouve pas évidemment dans le taux de déformation usuel Navier-Stokes de cisaillement. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir changer donc, de modèle, enfin changer de modèle. Déjà, de quoi parle-t-on comme modèle? Effectivement, je n'avais pas précisé tout à l'heure ce que j'entendais par E. Alors, donc j'étais parti d'équations de conservation du moment et de la masse, avec comme inconnu ρ et U, et il me manquait évidemment pour fermer le système une expression pour sigma. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre besace? Par exemple, pour décrire des gaz, souvent on utilise un tenseur isotrope avec un coefficient scalaire, la pression, qui est fonction d'une loi d'état. On peut d'ailleurs ajouter une équation sur la température pour satisfaire l'équation totale d'énergie. Mais évidemment, avec ça, les cisaillements, l'extension, enfin, l'élongation sont très mal modélisés. Ça se réduit à des structures singulières. Bon, alors effectivement, il y a l'idée de Navier-Stokes d'introduire des paramètres, lambda et mu, qui permettent effectivement d'avoir une équation d'équilibre direct entre les efforts et la déformation. Sauf que, non seulement ça dissipe toujours l'énergie, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains écoulements cisaillants, et puis surtout, comme on l'a vu juste avant, ça oblige à une relation de proportionnalité entre les deux tenseurs qui n'est pas toujours vérifiée, notamment pour des fluides complexes non newtoniens. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir ajouter une variable supplémentaire. Donc, admettons sigma, les efforts, ou pourquoi pas un tenseur de déformation, E. Souvent, on prend E comme étant égal au tenseur de déformation, tenseur symétrisé du gradient de vitesse. Après, on peut très bien relâcher cette contrainte également. Et ces deux points de vue avaient été proposés dans une version 1D, déjà donc, il y a très longtemps par Maxwell, ses contemporains, Jeffrey, Wishart, et on va essayer de voir comment on peut faire ça en 3D, surtout depuis les expérimentations de Weissenberg. Donc c'est Oldroyd en 1950, juste après Weissenberg, qui s'est dit tiens, il faut faire quelque chose de spécial pour le 3D. Et évidemment, on a toujours en tête de respecter la conservation de la masse et de définir les efforts via une variation de l'énergie interne. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup depuis 1950, depuis Oldroyd, pour répondre à cette question? On a un modèle qui est très utilisé, donc je vais surtout parler de celui-là, et puis de variations autour, parce qu'il y a des problèmes encore. Donc c'est un modèle qui suppose le fluide incompressible, donc on prend la densité de masse constante, et qui décompose le tenseur des efforts en une partie isotrope, notamment un paramètre de Lagrange, un multiplicateur de Lagrange pour ça, pour l'incompressibilité, et puis un extra stress, lui-même décomposé en deux parties. On pense pourquoi? Parce qu'on a les fluides polymériques qui sont juste 1% d'une suspension, donc il faut tenir compte également du solvant. Donc il y a deux parties, une partie des efforts pour le solvant, qui est une partie purement newtonienne, et une partie qui va être donc une variable indépendante, sigma p, pour les efforts dû à la partie polymérique. Et on pense à quoi? Une version 3D du modèle de Maxwell, qui est une équation différentielle en plus sur sigma. Alors, je n'ai pas précisé encore ce qu'était le taux d'évolution en temps de ce tenseur des efforts. Je vais y revenir grâce à une interprétation moléculaire qu'on utilise couramment aujourd'hui, depuis les années 80, depuis les travaux de Bird essentiellement, Doi et Edwards aussi, qui donc va nous expliquer comment on choisit ce taux en temps, ce taux d'évolution en temps. Et l'équation d'évolution différentielle, si on la voit 1D, c'est quoi? C'est jamais qu'une équation de relaxation des efforts polymériques avec un temps caractéristique lambda par rapport à l'écoulement vers effectivement une composante newtonienne avec une viscosité propre. Et si on met les deux, sigma s et sigma p ensemble, on a un cas particulier du modèle général d'Oldroyd. Donc c'est ça qu'on appelle le modèle d'Oldroyd, où en fait on voit apparaître deux temps caractéristiques. Il y a le temps caractéristique des efforts, c'est lambda, et le temps caractéristique des déformations, c'est ça qu'on appelle le temps de retard. Je le mentionne ici parce que c'est très important pour la suite. Donc,
Une fois qu'on en est là, on peut essayer de comprendre un peu quand même comment on identifierait ces paramètres physiques. Donc je disais que c'était essentiellement grâce à une interprétation moléculaire due à Dog, Edwards et Bird qu'on fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on écrit le tenseur dû aux efforts des polymères comme étant en fait la contribution de petites molécules diluées. Donc j'ai fait un petit dessin ici. C'est des petites molécules qui ont une taille et une forme, surtout une élongation. On les appelle X, c'est un champ de vecteurs spatialisé, qu'on suppose souvent solution d'une équation de Langevin, un truc compliqué comme ça. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je ne veux pas parler d'ITO aujourd'hui. Juste pour dire que du coup, on peut interpréter C comme une covariance d'un champ de vecteurs aléatoire, et on peut interpréter physiquement d'où viennent les paramètres, donc le lambda ici, et puis il va manquer voilà, le nup, avec ce modèle. Donc en fait, on fait apparaître quoi? Un peu plus loin, on fait apparaître un module élastique. Un module élastique en supposant que cette covariance est solution, en travaillant cette équation, d'une équation différentielle. Donc on la trouve, et du coup on a une idée du taux d'évolution en temps qu'il faut utiliser pour avoir l'équivalence entre cette équation, celle-ci et celle-là. C'est le taux d'évolution en temps dit surconvecté pour le tenseur C. Donc c'est une explication de pourquoi finalement là on prend le tenseur surconvecté. Le taux d'évolution surconvecté. Mais évidemment, on peut le voir autrement. On peut se dire aussi, tiens, qu'est-ce qu'on a fait? On a un milieu continu. Qu'est-ce qu'on a comme champ en plus pour décrire la déformation de la matière? On a, étant donné un taux de déplacement, on a le gradient en espace du taux de déplacement, qu'on appelle en général le tenseur de déformation, F. Et si on crée le tenseur de Cauchy-Green des déformations, alors, il y a FF transpose et F transpose F, il ne faut pas se tromper. Souvent en mécanique lagrangienne, on utilise F transpose F, mais si on pense parce que c'est effectivement un tenseur qui est lié à de la déformation, à de l'élongation, mais si on pense à FF transpose, sachant que la dérivée matérielle de F, c'est cet objet-là, qui est une dérivée objective, FF transpose suit aussi la même dérivée surconvective. Donc il y a plusieurs interprétations de pourquoi on a utilisé une dérivée surconvective, et donc on a finalement un modèle de Maxwell 3D qu'on appelle modèle d'Holroyd-B ici, parce qu'il a un temps de retard non nul qui est très utilisé pour faire des simulations numériques en particulier, et est-ce qu'on est content avec ça? Voilà. Donc je vais partir de ça, il y a beaucoup de notations, il y en a quelques-unes qui vont m'être utiles, et donc j'espère que vous les retiendrez. Voici donc l'état de l'art, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce modèle. Alors, est-ce qu'on est content physiquement? Physiquement, on n'est pas super content parce qu'on ne décrit pas toujours très bien avec Holroyd-B ce que j'ai mentionné auparavant, à savoir le réépaississement, la réofluidification. On décrit un petit peu les efforts normaux, mais ce n'est pas top non plus. Mais bon, alors déjà, on ne sait pas faire beaucoup mieux aujourd'hui, et surtout, on peut l'améliorer un petit peu en rajoutant des termes qui sont non différentiels. Donc on obtient par exemple le modèle de Gizekis en rajoutant ce terme d'ordre 2, donc en changeant un peu l'état d'équilibre quand lambda tend vers 0. Et du coup, on est un peu plus content, parce que là, on se rapproche plus de ces comportements que je vous ai mentionnés là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, parce qu'il y a toute une littérature physique qui le fait, qui arrive à agencer un peu les paramètres, en rajoutant des paramètres supplémentaires comme le alpha. Et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est plutôt de dire, est-ce que, si je voulais un bon modèle, est-ce que je peux prévoir des choses? Donc, pas forcément quantitativement exact pour l'instant, mais au moins qualitativement, est-ce que je peux faire la solution d'un problème de Cauchy, et notamment l'approcher numériquement? On a envie de dire que là aussi, il y a énormément de réponses mathématiques sur est-ce qu'il existe une solution à ce problème. Alors, pas la seule équation différentielle 2, mais 2 couplées avec une équation d'évolution sur la masse et la vitesse. Donc, typiquement, ici, j'ai pris Navier-Stokes incompressible, puisque je vous rappelle, juste avant, j'avais dit que souvent on utilisait Holroyd-B dans un cas où le fluide était supposé incompressible. Et donc, une réponse, par exemple, pour cette équation qui est Gizekis, qui est pas mal d'un point de vue physique, a été donnée assez récemment par Nader Masmoudi, qui montre qu'il existe une solution faible, qui va être dissipative, du coup, à cause du choix de Navier-Stokes, global en temps, à ce problème couplé. D'accord ? Question, est-ce qu'on peut la calculer? C'est quand même un problème non linéaire d'évolution. Ce n'est pas du tout évident que c'est si facile que ça d'approcher la solution. Et là, pour le coup, depuis plus de 20 ans, on est toujours confronté au même problème.
qui s'appelle génériquement HWNP, High Weissenberg Number Problem, le problème du grand nombre de Weissenberg. Donc ce paramètre lambda, là, c'est souvent ça qui, étant adimensionné par une vitesse caractéristique et une dimension caractéristique, donc un temps caractéristique de l'écoulement, s'appelle un Weissenberg. Et quand ce paramètre est trop grand, quand on s'éloigne donc de l'équilibre, eh ben, on n'arrive plus à faire les calculs. Donc là, je vous donne juste parce qu'il y a une littérature énorme, donc un cas particulier d'un article assez récent qui, à nouveau, cherche à voir, en fonction de différents maillages, dans une configuration géométrique donnée, pour des Weissenberg de plus en plus grands, jusqu'à combien on arrive à calculer la valeur. Donc là, c'est la valeur d'un coefficient de drag. Donc il faut résoudre la solution numérique du problème et puis l'estimer numériquement. Et puis on voit que quand le Weissenberg augmente, il y a des valeurs à partir desquelles les maillages les plus fins, ils ne produisent plus rien, on n'arrive plus à converger, ça ne marche pas. Et c'est comme ça depuis plus de 20 ans. Donc c'est essentiellement ça qui me motive, à savoir, moi j'aimerais produire des modèles numériques d'écoulement viscoélastique qui me donnent des réponses, ou moins pour lesquelles je comprends pourquoi cela arrive, parce que non seulement cela arrive, mais en plus on ne sait pas pourquoi. Enfin, du moins pas bien. Donc c'est un peu embêtant. Donc je vais juste détailler un petit peu ce genre de configuration, et après je vais expliquer l'approche que je vais prendre aujourd'hui pour aborder ce problème. Donc la configuration sur laquelle j'ai montré les résultats de cet article d'un journal dans lequel il y a beaucoup de travaux de ce type, c'est Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. C'est une configuration, un benchmark classique, dite l'écoulement autour d'un cylindre. Donc là, il a été coupé en deux pour réduire le temps de calcul, en supposant la symétrie de l'écoulement. Et on injecte du fluide à gauche, on le laisse sortir à droite. Ici, on a une paroi rigide imperméable. Ici, on a un obstacle cylindrique au milieu. Bon, là, dans le cas particulier, on est en 2D. Et on calcule typiquement le tenseur des contraintes le long de cet axe. Donc évidemment, le tenseur des contraintes, il est assez faible avant d'arriver près de l'obstacle, puis là, d'un coup, il se met à augmenter, paf, donc c'est ça, c'est ce pic qu'on voit là, et puis, hop, il réaugmente un peu après, pourquoi? Parce que on imagine, les polymères, ils passent, paf, et puis ici, il y a une recirculation, et ça crée des contraintes. Et quand on augmente les maillages, donc on voit les différentes couleurs qui correspondent à différents maillages, et qu'est-ce qui se passe entre Weissenberg 0,6 et Weissenberg 0,7? Ça ne converge plus. Weissenberg 0,6, on a l'impression que ça converge. Weissenberg 0,7, on augmente la taille du maillage, on raffine et paf, ça ne converge plus. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Donc il y a des tas de configurations benchmark comme ça, et à chaque fois c'est le même problème. Sachant que quand même, donc il faut nous remarquer que la plupart des calculs qui sont faits pour des fluides incompressibles. Bon, assez objectivement, la plupart des fluides polymériques sont grosso modo incompressibles à notre échelle. Et surtout pour un temps de retard non nul. Temps de retard non nul, ça veut dire que dans le tenseur des efforts, il n'y a pas uniquement une composante élastique, d'élasticité non linéaire, mais il y a également une composante purement newtonienne avec ce nu S qui est strictement positif. Et tous les calculs, à ma connaissance, utilisent cette propriété très fortement en supposant au cours du calcul que les gradients de vitesse sont bornés, que donc ces produits-là, on va pouvoir donc ces produits non linéaires dans la solution, on va pouvoir les approcher comme des points fixes d'algorithmes qui vont linéariser ça. Et donc, c'est ces algorithmes non linéaires, de points fixes qui sont instables, qui ne marchent plus, c'est ça le HWNP, au bout d'un certain temps. Donc moi, j'aimerais prendre un nouveau point de vue, disons, pour essayer de ne pas me contraindre à prendre des temps de retard strictement positifs et donc devoir faire ce point fixe qui ne converge plus. Je vais supposer génériquement qu'éventuellement j'ai un temps de retard nul, donc des fluides sans composante visqueuse. Et dans ce cas-là, je vais devoir traiter des systèmes quasi linéaires, que j'espère hyperboliques, qui conservent la masse, l'énergie et le moment. Et du coup, je vais aussi relâcher la contrainte de solénoïdaux. Bon, je ne vais pas chercher des champs de vitesse incompressibles. Solénoïdaux, pardon. Et donc une manière de faire ça, c'est de se mettre génériquement dans le cadre de l'air, ou alors simplement, et c'est ça qui me séduit ici aujourd'hui, c'est Saint-Venant en 2D, parce que c'est plus simple, qu'il a utilisé pour des fluides hydrostatiques, et donc encore incompressibles, à surface libre. Donc on va essayer de changer un peu le cadre des écoulements qu'on regarde, pour voir si on peut créer des écoulements viscoélastiques, où qu'on prendrait, sans utiliser un temps de retard strictement positif, pourquoi les non-linéarités là, sont de plus en plus compliquées à calculer. Voilà. Juste au passage de la terminologie, quand US égale 0, Holroyd B dégénère vers quelque chose qu'on appelle simplement Maxwell surconverté. Voilà.
Très bien. Et est-ce que d'autres personnes donc, se sont posées des questions similaires? Après coup, j'ai trouvé que oui. Donc j'ai trouvé 2 papiers, en fait, en 89 et 90. En 89, quelqu'un s'était posé la question, est-ce qu'on peut trouver un fluide viscoélastique, un modèle de fluide viscoélastique compressible qui me permettrait de rester dans un cadre purement hyperbolique où je comprendrais un peu ces produits non linéaires là. Et du coup, ils ont fait ça, sauf que le modèle était un peu faux et il a été corrigé par Beris en 90. Mais il semble que ça n'a pas été vraiment utilisé et il y a des petites différences avec moi, avec le modèle que je propose de regarder aujourd'hui. J'y reviendrai. Voilà. Donc surtout, ça n'a pas été vraiment essayé numériquement. Voilà. Donc la grande différence, c'est que j'essaie de comprendre numériquement, avec un schéma numérique, comment approcher ces produits partant d'un schéma numérique qui vérifie l'inégalité d'énergie, aller vers des champs, je l'espère, continus, solutions des équations que je vous ai montrées avant. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même exposer le cadre de Saint-Venant, puisque ça, c'est la clé des écoulements qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, à nouveau, il y a pas mal d'équations. J'ai mis un petit dessin là-bas à droite pour voir donc un peu comment je repère l'espace. Donc le cadre des écoulements de Saint-Venant, c'est un écoulement sur un plan. Là, je ne vais pas le supposer incliné, je vais le supposer perpendiculaire à la gravité. Et puis donc on regarde des couches d'eau à surface, de liquide à surface libre, soumis uniquement à la gravité. Et du coup, sous hypothèse de petite profondeur, c'est assez légitime de supposer que la vitesse va être essentiellement 2D, uniquement dirigée, avec une composante uniquement dans l'axe horizontal, dans les axes horizontaux. Donc c'est ça que j'appelle grand U, c'est un champ de vecteurs 2D, qui permet, avec l'hypothèse d'évolution cinématique de la surface libre, de conserver la masse en vertu de cette équation. Donc H est l'équation d'évolution qu'on obtient sur la surface libre H en fonction du champ de vitesse sous-jacent, et puis une équation du moment. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est un modèle qui a été proposé par Saint-Venant en 1871 pour décrire des écoulements peu profonds, essentiellement hydrostatiques. Et c'est assez sympathique parce qu'on voit déjà formellement que ça ressemble beaucoup au modèle de l'air, parce que d'ailleurs c'est même appelé l'air 2D isentropique. Si on regarde, qu'on prend la pression exactement avec une analogie pour la conservation de la masse de cette manière, et c'est la pression hydrostatique. Donc on a la composante usuelle hydrostatique des écoulements d'Ischl Water de Saint-Venant. Et j'ai des composantes en plus. Alors, les composantes en plus, elles viennent naturellement. C'est des composantes déviatoriques, de contraintes déviatoriques, qu'on va pouvoir assez bien expliquer si on repense à comment on obtient Saint-Venant, par exemple, depuis Navier-Stokes. Je vais y revenir dans une seconde. Juste pour dire pourquoi ce modèle-là, qui est assez générique, puisque j'ai toujours pas dit ce qu'était sigma z et sigma h, me permet de couvrir beaucoup de choses, des choses existantes. Par exemple, si on prend sigma z et sigma h de cette manière, je retrouve un modèle de Saint-Venant visqueux très connu, usuellement utilisé. Et puis donc j'en profite pour rappeler que ce modèle-là, il a également une équation d'énergie associée. Donc c'est ce qu'on voulait, puisqu'on voulait un cadre de mécanique des milieux continus avec cette équation d'énergie ici. Donc on retrouve à droite des termes de dissipation liés à la friction. Donc Saint-Venant, on l'utilise toujours avec de la friction parce que le fond, on ne sait pas s'il est rugueux. Donc c'est la bonne manière de mettre de la friction. Et puis ici, un terme de dissipation qu'on trouve naturellement quand on obtient cette équation d'énergie en multipliant ça par U. Bon, voilà. Donc du coup, on a une fonction convexe des inconnus, E, l'énergie, qui me permet de montrer d'ailleurs que ce système est symétrique hyperbolique, donc c'est un système quasi linéaire, donc assez sympathique quand U égale 0. Et au passage, on aura défini ce qu'on appelle donc, le tenseur de déformation ici, voilà, le strain, comme dès qu'il est non nul, quelque chose qui induit de la dissipation. Donc, voilà. Et puis comme on l'avait dit déjà au départ, même si on est dans un cadre 2D ici, le même problème se pose. À partir du moment où on suppose donc, une égalité, un équilibre entre les efforts et puis cette déformation, voilà, on dissipe et ça, ce n'est pas quelque chose de très physique. Surtout, il n'y a pas de transfert de cisaillement, donc d'effort avec une vitesse finie d'une partie de l'espace à l'autre, avec donc différents équilibres possibles dans l'espace. Alors, comment je change ça?
comment je change les modèles classiques en rajoutant de la viscoélasticité? Eh bien, on essaie de se souvenir, par exemple, comment on peut comprendre le modèle de Saint-Venant à partir des équations de Navier-Stokes, justement, qui produisent, je reviens juste en arrière, qui produisent ces termes visqueux. Comment on comprend ça? Bon, bah, formellement, hein, c'est un travail qui avait été fait par Jean-Frédéric Gerbaud et Benoît Pertham en 2001. On fait une moyenne sur la verticale des équations de Navier-Stokes, et on arrive à interpréter les quantités moyennées selon la verticale comme étant justement pour la vitesse, ce champ de vitesse grand U ici, et puis du coup, on fait apparaître, modulo des termes de reste évidemment, hein, mais tout ça est un peu formel, ces efforts visqueux, et également au passage la friction. Voilà, très bien. Alors, si on fait ça sans supposer que le fluide de départ était purement newtonien, eh ben, on obtient les équations que je vous ai montrées juste avant. Et en fait, si on lui adjoint, plutôt que l'équilibre newtonien, les équations d'Holroyd-B que j'avais montrées encore avant, eh bien, on obtient du coup le modèle de Saint-Venant avec ces équations supplémentaires. Pourquoi? Pour le tenseur que j'avais appelé C tout à l'heure, hein, donc le tenseur de conformation des molécules, où si on fait des hypothèses cohérentes avec le fait que l'écoulement est essentiellement horizontal, c'est-à-dire qu'on oublie les déformations qui couplent l'horizontale et la verticale, eh bien, on n'a plus qu'un nombre limité d'équations. Donc on a un système bien particulier, quasi linéaire, pour H, U, CH qui est donc un tenseur d'ordre 2 uniquement pour les composantes horizontales des déformations, hein, de l'élongation des polymères, et CZ qui est une pure composante scalaire pour ce qui se passe dans la direction verticale. Voilà. Et toujours, comme on peut s'inspirer de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait pour Holroyd-B, on avait une équation d'énergie pour Holroyd-B. Bon, je ne l'ai pas mentionné malheureusement, j'aurais dû. On en a encore une ici, on l'hérite, hein, entre guillemets. Et l'énergie, on retrouve les termes qu'on avait déjà pour Saint-Venant purement hydrostatique, donc c'est-à-dire de l'énergie cinétique et le terme d'énergie potentielle hydrostatique. Et puis il y a les termes liés ici à la déformation des molécules. Alors ça, j'ai le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que C, on va supposer toujours qu'il a un domaine admissible de tenseur symétrique défini positif. Donc trace de log, c'est jamais que le logarithme du déterminant. Hein, voilà, on peut le voir comme ça. Et ici, il ne faut pas oublier qu'en fait, puisque j'ai supposé certaines composantes nulles, ça peut se décomposer en deux morceaux aussi. Hein, le même objet pour CH plus le même objet pour CZ. Voilà, très bien. Donc on a une équation d'énergie qui est satisfaite formellement avec en fait égale quand les solutions sont régulières, sauf que comme j'ai un système quasi linéaire que je vous prétends hyperbolique, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des petites modifications de ce système possible qui le rendent tout de suite non hyperbolique. J'ai pris celui-là parce qu'il était hyperbolique. Je vais essayer de chercher des solutions qui sont admissibles au sens où elles font décroître cette énergie, hein, donc une formulation du second principe, puisque on sait qu'il n'y a pas unicité, et j'essaie de prendre ça comme critère. Voilà. Au moins, ça me donnera numériquement un principe de stabilité, puisque cet objet-là, s'il reste borné dans la simulation, c'est mieux que rien. Voilà, et comme domaine admissible, celui-ci, ou, comme je vous le prétends, le modèle reste hyperbolique. Très bien. Alors, je vais appeler ça Saint-Venant Upper Convective Maxwell, parce que finalement, ce n'est pas le seul possible de modèle. Donc c'est ce que je disais. Alors il y a des petites variations sur les dérivées. Tout à l'heure, j'ai parlé d'alternatives éventuelles à la dérivée surconvectée. Alors si on change ça, il y a par exemple des dérivées de Gordon-Showalter qui donnent des modèles dits de Johnson-Segalman, ça fait beaucoup de noms. Et tout de suite, on n'est plus hyperbolique. Donc je ne vais pas vous présenter, c'est pas du tout intéressant. Par contre, on va pouvoir faire autre chose. Alors je vous représente le système là à nouveau, puis on va regarder ce qu'on peut faire d'autre en pensant à la mécanique de l'élasticité non linéaire, donc la grande déviation. Voilà. Puisqu'en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire un modèle de mécanique élasticité non linéaire en grande déformation, donc de représentation eulérienne pour des fluides élastiques, mais en 2D. Et donc le système qu'on avait ici, là, donc, je vous ai dit, il est hyperbolique, très bien, quasi linéaire, il a ce domaine admissible. Il y a ces vitesses d'onde là qu'on peut calculer.
Donc c'est sympa, on voit effectivement qu'elles sont positives grâce à l'hypothèse que ces z, mais également ces x et ces y, qui sont les composantes selon les axes x et y, sont positives. Très bien, elles sont ordonnées, en plus ça va être sympa pour résoudre le problème, quand on va regarder le cas 1D. Il y a une énergie, mais il y a quelque chose qui n'était pas sympathique dans ce système, et c'est l'analogie que j'avais faite au départ entre le choix de la dérivée surconvectée et le fait que en fait, la dérivée surconvectée, c'est aussi le taux d'évolution naturelle de FF transpose, qui n'est pas une mesure des déformations. Mais non, une mesure des déformations, c'est pas du tout R transpose. Une déformation d'un milieu continu, c'est R transpose R. Parce que si on cherche une élongation d'une distance, c'est R transpose R qui donne une distance. Et donc finalement, la dérivée naturelle en fait, dans un milieu eulérien du point de vue de l'élasticité non linéaire, ce n'est pas celle de RR transpose, c'est celle de son inverse, qu'on appelle le tenseur des déformations de Finger souvent. Et donc je me propose un autre modèle, possiblement utile, parce qu'il va être hyperbolique, quasi-linéaire hyperbolique, et donc je vais pouvoir faire des simulations avec selon le même principe, en fait, que ce que je vais vous montrer après. C'est celui où je choisis donc d'identifier C non pas à RR transpose, mais à l'inverse de RR transpose. Et du coup, il faut modifier un peu si on garde la même énergie. Attention, je peux garder la même énergie pour ce tenseur C, que j'avais une énergie avant, voilà, on l'avait ici. Je garde la même énergie et je change son interprétation. Du coup, ça change la définition des tenseurs des efforts. Attention, on a inversé le signe de ces objets-là. Et ça change également la dérivée qu'on a ici. Mais c'est encore une dérivée objective, ça s'appelle une dérivée de Cotter-Rivlin. Bon, voilà, très bien. Et en fait, c'est un modèle qui existait aussi. Bon. C'est un modèle qui existait parce que les gens qui font les tourbillons en turbulence, comme j'avais montré au départ dans les jets, ils ont dérivé également ce système pour représenter donc, le tenseur des Reynolds, des contraintes de Reynolds pour des modèles de type Rance. Et en fait, ça a été étudié par exemple assez récemment par Techoukov, et puis remis en lumière par un de ses collègues russes, Sergei Gavrilyuk, qui est venu faire un exposé là-dessus, d'ailleurs je crois, il y a quelques temps ici. Et ces modèles, moi je prétends qu'ils améliorent donc en plus les deux modèles hyperboliques de viscoélasticité proposés par d'abord Felan et puis corrigés par Beris, pour une autre raison, alors qui n'est pas celle que je viens de vous montrer, c'est surtout qu'ils conservent la masse, parce que là on a construit des modèles qui conservent la masse, et ces modèles-là ne conservaient pas la masse, très bien. Donc maintenant qu'on a des modèles, j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça contient également comme physique, avant de voir si on retrouve toutes les difficultés du départ, le High-Weissenberg number problem, est-ce qu'on le comprend mieux, bon, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer, donc ça c'est le système qu'on obtient, avec la modification des dérivés et de l'interprétation de C. Donc il faut changer les signes dans l'équation du conservation du moment, et il faut changer les signes ici dans le tenseur d'évolution, dans les équations, le taux d'évolution du tenseur, des termes du tenseur. Voilà. Mais après, le domaine d'admissibilité, c'est toujours le même, et puis l'énergie, c'est toujours la même. Voilà. Donc il y a des petites différences, mais pas assez grandes pour m'empêcher de faire des simulations avec le même principe. Donc ça va être sympathique. Et j'ai appelé ce modèle, pour la suite, Saint-Venant, Techoukov-Maxwell. Je ne savais pas comment appeler, en fait, avant de savoir que ça s'appelait Cotter-Rivlin, j'aurais pu appeler ça Cotter-Rivlin-Maxwell. Mais comme Techoukov l'a utilisé il n'y a pas très longtemps et que c'est ça qui m'a donné l'idée de regarder, voilà. Donc juste, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on a décrit comme physique là. Et donc je vais regarder, avant de vous montrer les principes selon lesquels je vais essayer de faire les simulations, parce que là il y a encore beaucoup d'équations où ça devient vite ennuyeux, peut-être un peu illustrer tout ça. Donc je vais directement vous montrer comment j'ai simulé le modèle que je vais vous exposer après, dans des cas assez simples où on comprend un peu la physique de ces équations. Alors là, juste pour vous montrer, j'ai tout fait en Scilab parce que c'est facile. Ça pose des problèmes évidemment d'efficacité. Donc le type de simulation que je vais vous montrer, ce sont des écoulements d'ondes à surface libre, finalement, d'ondes de gravité. Et donc là, j'ai montré une solution assez sympathique qui est très connue pour voir de quoi on part, de shallow water. Shallow water, on l'obtient en faisant quoi? Donc les équations de Saint-Venant. Revenons en arrière. Si on prend grand G, le module élastique égal à 0, ces deux équations-là sont autonomes, hop, et on a exactement shallow water. Donc finalement, ces équations-là, c'est juste des traceurs passifs qui sont entraînés par l'écoulement.
Et du coup, c'est assez facile de tomber dans cette limite. C'est la limite où on sait assez bien simuler les choses, on comprend bien. Donc c'est de ce type d'écoulement utilisé pour shallow water que je vais me partir pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai ajouté à la physique des écoulements hydrostatiques à surface libre en rajoutant de la viscoélasticité. Alors, donc qu'est-ce que c'est que cette simulation-là que je vous montre? Alors je vous montre 3 composantes à un instant. De quoi? Alors, composante H, donc c'est la hauteur d'eau. Alors, il y a 2 choses superposées. Il y avait une colonne en fait 2D à l'instant initial. Hop, c'est un dam break, un cassé de barrage circulaire. Je l'ai lâché, paf, ça a coulé. Et voilà, ça donne ce type de solution où à un temps ultérieur, alors t égale 0,2, je crois, en shallow water, on voit qu'il y a la colonne qui s'est effondrée. Et puis, il y a une onde de choc qui s'est propagée. Puis, il y a une onde de détente qui s'est formée à l'intérieur. Voilà. Et puis là, c'est quoi? C'est les composantes U et V de la vitesse. On ne comprend pas forcément très bien, à part que ce qui est sympathique, c'est de voir qu'il y a une correspondance, elles sont symétriques l'une de l'autre. Donc ça tombe bien. Ça veut dire que le maillage que j'ai utilisé, la discrétisation, tout ça, préserve pas mal de propriétés d'invariance, même si on ne sait pas si la solution est unique. C'est une solution axisymétrique que j'ai trouvée là. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre maintenant quand on rajoute de la viscoélasticité? Alors, je vais commencer par le cas, avant de le faire circulaire, par le cas rectiligne. Alors, pareil, pour bien montrer qu'il n'y a pas de problème de maillage et de discrétisation, je l'ai pris quand même incliné par rapport à un maillage que j'ai pris cartésien sur XY. Et j'ai calculé l'écoulement en partant de quoi? De 2 états d'équilibre. Souvent, c'est comme ça qu'on fait ce cathèse dit également de Stoker, donc de rupture de barrage, qui est en fait finalement un problème de Riemann quand on est en 1D. Un Riemann dans l'axe normal de direction n à la discontinuité initiale. Donc j'ai un état d'équilibre à gauche au repos, un état d'équilibre à droite au repos, et donc là on voit la hauteur d'eau, c'est 2 hauteurs d'eau différentes, par exemple h égale 3 à gauche et h égale 1 à droite, et puis je prends également au repos, disons à l'équilibre, toutes les composantes du tenseur de déformation, d'élongation, je devrais dire. Et puis donc là c'est l'un des 2 modèles que j'ai proposé avant, et puis on va regarder pour des nombres, alors élasticité et Froude qui sont importants parce que c'est les 2 paramètres qui gèrent la vitesse des ondes. Je reviens un petit peu en arrière à nouveau. Tac. Ici je vous avais donné la vitesse des ondes qu'on peut calculer en 1D. Donc on voit bien que c'est celle de shallow water. J'ai H ici, mais j'aurais dû mettre H majuscule, pardon, c'est une typo. Et puis, oulala, il y a des typos là. Regardons ici, il y a moins de typos. Là, c'est G. Donc les 2 paramètres, petit g et grand g, influencent la vitesse des ondes. Voilà, donc j'ai des prix de même dimension, de même grandeur, comme ça. On va pouvoir partir d'un cas où les 2 composantes élastiques et puis la déformation élastique et puis les différences de hauteur d'eau induisent les mêmes variations, les mêmes longueurs d'onde. Et j'ai pris quoi? J'ai pris un cas où donc le Weissenberg, le lambda était grand par rapport au temps de simulation, si bien qu'en fait ça veut dire quoi? Que le terme de relaxation qu'on avait à droite, donc je reviens à nouveau en arrière, hop, les équations, voilà, donc on a des termes de relaxation, ils n'agissent pas. Ils agissent quasiment très très peu à l'échelle du temps de simulation. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Alors donc là je vous ai montré H à t égale 0,2. On voit qu'en plus de ce qu'on a usuellement, à savoir une onde de choc là, qui s'est propagée et l'onde de détente qui s'est formée derrière, et il y a une discontinuité de contact en fait, au milieu qui s'est formée. Et donc on va essayer de comprendre d'où elle vient, cette discontinuité de contact, et qu'est-ce qu'elle fait. Alors physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des efforts qui se créent et qui empêchent, on le voit ici, en fait, qui empêchent le fluide de couler à ce niveau-ci. Et plus G va être grand, plus la discontinuité de contact va être grande, on va le voir. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est les efforts. Donc c'est 1 moins C pour le modèle que j'ai appelé SVTM, et c'est C-1 pour le modèle SVUECM, puisque C, c'est un tenseur de déformation, et les efforts, on a vu qu'on les reliait aux déformations, soit selon 1-C, soit selon C-1, en fonction de l'interprétation de C. Mais donc c'est la même quantité que je compare dans les 2 cas, et on voit que les efforts vont dans le même sens, donc ça c'est dans la direction normale, N, ici normale à la discontinuité initiale. Le long de cet axe, je représente les efforts. Dans la détente, les efforts sont positifs, donc c'est-à-dire que le fluide est un peu empêché de couler par ça, et ils sont plutôt négatifs, le fluide est plutôt comprimé dans la direction, au niveau de l'onde de choc. Voilà. Et pour aller de l'un à l'autre, au niveau, là, il y a une discontinuité de contact. Sachant que ça, c'est les efforts dans la direction
x longitudinale. Et ça, c'est quoi? C'est la composante verticale. C'est une sorte de réaction dans la direction verticale des polymères. Là où ils sont étirés ici dans la direction x, ils sont en fait compactés dans la direction z verticale. Et là où ils sont compactés dans la direction x, ils sont en fait plutôt étirés dans la direction z. Il y a une forme de compensation des efforts, un peu comme s'il y avait une préservation du volume. Mais là, on parle d'effort, en fait. C'est de la déformation, donc c'est quand même relié. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces composantes, avec ces deux composantes, et puis également h et u, donc la hauteur et la vitesse, quand je varie les paramètres? Donc là, j'ai représenté la même coupe, et donc on voit, alors ça c'est h en haut, et ça, c'est Cx en bas, donc c'est la composante longitudinale des efforts. Eh bien, on est en train de, quand on fait varier G pour des valeurs de plus en plus grandes, on augmente la taille de la discontinuité de contact. Très bien. Et puis, on peut faire varier également lambda jusqu'à des valeurs assez petites pour finalement la faire intervenir sur le temps de simulation. Et puis, voir que quand lambda est petit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un retour à l'équilibre un peu plus rapide, donc ça fait des petites variations à G donné. Voilà, donc sur chaque colonne G, j'ai fait des variations de lambda, et lambda, ça ne fait pas varier beaucoup finalement. Ça fait un petit peu relaxer vers l'équilibre, c'est ce qu'on voit ici, alors que la discontinuité de contact était très marquée, elle l'est moins quand on prend lambda très petit, donc c'est égal 0, 1. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment G qui donne la taille de la discontinuité de contact. Et qu'est-ce qui se passe quand on augmente G? Donc non seulement ça augmente, mais par ailleurs, le Cx, donc la composante des déformations dans la direction longitudinale, elle est de plus en plus petite. Eh oui, donc ça c'est Cx, c'est la déformation pour le modèle SVTM. En fait, il faut voir l'échelle, elle est de plus en plus petite parce que le matériau est de plus en plus dur à déformer. Bon, voilà. Ça, donc c'est assez intuitif, donc on est content, on a représenté de la physique qu'on comprend à peu près, et je vous ai mis en plus de Cx dans la première ligne, le Cz. Donc le Cz, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'espèce de compensation dans la direction verticale. Bon, on voit que les variations des deux sont exactement opposées. Et voilà, donc on a à peu près compris quelle était la physique derrière ce modèle très simple de Saint-Venant viscoélastique. Donc maintenant, j'aimerais savoir si est-ce que je peux encore prendre des lambda plus grands, par exemple? Est-ce que j'ai des fameux High-Weissenberg number problèmes? Et puis surtout, est-ce que je peux adresser les configurations géométriques que j'ai montrées au départ, qui étaient problématiques? Bon, alors là, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer les principes. Ah, j'avais encore un slide. Les principes selon lesquels j'ai fait ces simulations. Donc ça, c'est un dernier slide, je vais peut-être le passer, parce que j'ai fait varier Froude aussi. Froude, évidemment, c'est un paramètre important qui dit comment l'énergie cinétique est importante par rapport à l'énergie élastique dans l'écoulement hydrostatique. Et à grand Froude, on va plus vite, donc c'est pour ça qu'il y a trois Froude sur chacune des configurations physiques, et puis à chaque fois, celle qui va le plus vite, c'est les grands Froude. Bon, voilà. Et puis on voit qu'il y a plein de physiques possibles, dont des physiques un peu visqueuses, puisque c'est une limite asymptotique formelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, ça fait beaucoup à expliquer, à comprendre en fonction des paramètres. Je vais plutôt expliquer quelle est la discrétisation que j'ai utilisée, et en quoi, finalement, il y a encore plein de questions aussi là, parce que finalement, c'était un problème qui était motivé par de l'approximation numérique d'écoulement viscoélastique. Alors, je vais considérer un seul des deux modèles. Le modèle que j'ai appelé UCM, là, justement, c'est pas bon. C'est le TM, donc ça, pareil, typo, il faut mettre un T ici, puisque j'ai pris le plus ici. Et c'est bien celui-là que je vais regarder, le SVTM, donc celui avec les dérivés pas usuels de surconvecté de Maxwell, mais avec l'autre, les dérivés de Cotter-Rivlin, parce qu'en fait, il contient plus de difficultés que le SVUCM. Qu'est-ce que je cherche à faire? Une solution, l'approximation d'une solution anthropique, au sens où elle vérifie à la limite ce type de... formellement, ce type d'inégalité d'énergie. Et puis, donc, j'ai tous ces termes-là compliqués. Donc, l'énergie, pour l'avoir, je vais devoir contraindre le domaine admissible à être celui-là, donc le H positif, sigma Z positif, et sigma H symétrique défini positif. Alors, quand on regarde droit dans les yeux, donc c'est un système quasi linéaire, hyperbolique, mais il n'est pas très sympathique. Ces deux équations-là sont bien sous forme conservative, et pas celle-là. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Alors on va voir après pourquoi. Donc je vais quand même prendre une approche classique pour les systèmes plutôt conservatifs, les volumes finis, où on fait des bilans de masse sur des cellules qui discrétisent l'espace. Je vais appeler Q ma variable de discrétisation, parce que là, il y a aussi une subtilité.
à cause du fait en partie que j'ai des domaines admissibles et que je dois préserver, je ne vais pas prendre n'importe quelle variable de discrétisation, sinon ça ne va pas marcher. Et du coup, je discrétise un espace un vecteur d'état de dimension 7, Q, selon des principes volume fini, donc c'est-à-dire des bilans de masse sur des cellules que j'appelle VI, qui est un maillage de R2. Et puis je vais incrémenter en temps, alors d'abord de manière explicite, après un time splitting, uniquement les termes non linéaires. Donc j'ai appelé virgule moins 1 uniquement l'état intermédiaire du splitting, où j'ai avec un pas de temps tau n intégré les flux sur toutes les interfaces entre deux cellules. Et puis, bon, c'est les intégrales, c'est les tailles des phases sur les tailles des volumes. Et puis, donc, il me faut trouver une formule de mise à jour, hein, de flux, à travers la cellule I vers J, qui fait parler les deux états, donc c'est une formule d'ordre 1, disons, les deux états I et J de chaque côté de la cellule, connaissant, par exemple, uniquement la normale de la cellule, et la normale de l'interface, pardon. Et évidemment, si on faisait des volumes finis de systèmes conservatifs, on exigerait au moins la consistance avec la conservation et avec le flux conservatif. Donc ça, c'est vrai pour les composantes H et HU de mon système. Évidemment, pour les autres, je ne pourrais pas faire ça, puisque je n'ai pas encore défini exactement ce que c'était qu'une solution avec un produit non conservatif qui pourrait éventuellement être, pour l'un des deux, un Dirac. Mais je vais quand même essayer de préserver tous ces principes, et je vais dire que mon flux, je vais le calculer en préservant une propriété importante du système, que je ne vous ai pas encore précisée, mais qui m'a été très utile pour montrer que ce système est hyperbolique, c'est l'invariance par rotation. Ce système, il contient bien les invariances galiléennes de la physique, qu'on a envie d'avoir, il est invariant par rotation. Et donc la formule de flux, je vais utiliser une formule de flux 1D, c'est-à-dire que je vais utiliser un opérateur OIJ à chaque interface qui va changer la base et qui va écrire l'espace, enfin le vecteur d'état dans une base locale. Et donc j'aurai besoin d'utiliser une formule de flux consistante avec un problème de Riemann 1D. Et donc je vais appeler ce qu'on appelle un solver de Riemann 1D entre deux états. Donc dans une direction 1D fixée, je vais appeler gauche et droite simplement, chaque côté de la 1D, orienté par n, ce bilan de masse, quand ça en est un, où j'ai appelé un solver de Riemann. Donc ça, c'est la formule usuelle quand on veut la consistance du formule de flux donnée par un solver de Riemann pour un système de loi de conservation. Donc c'est la formule intégrale en fait de la loi de conservation. Et qu'est-ce qui se passe donc pour mon système ? Je ne suis pas conservatif, mais je vais quand même pouvoir essayer de préserver des choses sympathiques. Donc j'ai déjà préservé la rotation par invariance. J'aimerais préserver des choses telles que le domaine admissible et puis une forme de consistance avec, donc là je l'écris au niveau discret, avec l'inégalité d'énergie. Donc ça c'est une inégalité d'énergie discrète. Je vais avoir besoin de quoi ? De montrer que ma discrétisation autorise des flux d'entropie discrets. Donc ça c'est la version discrète de cette équation sur HE où j'ai pas écrit ce que c'était que G. G, c'est un long terme de flux associé à l'entropie, mon entropie mathématique de tout à l'heure. Et il va falloir que je montre qu'il existe un tel G tilde associé à ma discrétisation, donc que j'ai réécrite ici sous une condition CFL, comme quoi ? Comme une combinaison convexe. Ça va être sympa pour préserver les états admissibles. Donc, là, il faut que j'accélère un peu, et donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vais juste donner les grands principes, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, je pense. Donc, je vais devoir préserver la convexité, le domaine admissible, je vais utiliser la convexité, et également le fait que l'énergie doit être convexe en Q, en la variable de discrétisation, pour obtenir la consistance avec l'inégalité d'entropie. Ça dit que je ne vais pas pouvoir choisir n'importe quelle variable Q. Et donc si on regarde une représentation dans une base donnée de mon tenseur, si je prends celle visuellement dans XY, CX, CY et CXY, malheureusement, mon entropie n'est pas convexe. Donc cette entropie ici, ce n'est pas une fonction convexe de CX, CY, CXY. Voilà. Donc je suis embêté. Et du coup, il va falloir que je choisisse astucieusement le Q, et puis ensuite donc le solver de Riemann pour qu'il soit entropique, pour que j'ai exactement l'inégalité que je vous ai montrée avant. Donc l'étape 2 du splitting sera assez classique, on fait du backward Euler, donc ça permet de préserver à la fin, avec des termes de dissipation en plus, l'inégalité, une forme consistante, discrète de l'inégalité d'entropie. Et ça, il y a quand même encore une petite utilité, c'est le fait que, en fait, finalement, on a des fonctions
HE qui sont des convexes par rapport à quoi? À des champs de tenseurs. Et donc on ne peut pas faire ça n'importe comment parce que même si on le discrétise cellule par cellule, évidemment le tenseur, la diagonalisation de la fonction E, de la représentation matricielle du tenseur qui me permet de comprendre E comme étant une fonction convexe, par exemple, des valeurs propres, va changer. La diagonalisation, elle va être propre à chacune des cellules. Donc c'est pas tout à fait trivial. Mais bon, ça a déjà été fait dans un travail précédent, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, il n'y a rien de neuf. La complexité ici, c'est vraiment d'arriver à traiter les produits non conservatifs. Donc j'ai écrit en 1D, puisque le système est invariant et que je vais regarder que des problèmes de Riemann 1D, ce que je dois résoudre comme système quasi linéaire. Et donc là, le principe, c'est de trouver la bonne variable de discrétisation. Alors, la variable de discrétisation du problème de Riemann, je ne vais pas prendre la même que celle du problème de volume fini. Et oui, mais ça, c'est pas grave, puisque j'ai des relations non linéaires entre les deux, mais comme je suppose des fonctions constantes par morceau, les relations non linéaires, elles agiront que sur des états connus. Donc ça, par rapport à mon principe initial où je voulais faire de la simulation numérique de fluides viscoélastiques avec pas de point fixe sur des choses non linéaires, ça ne me pose pas de problème. Et puis, donc, j'ai réécrit dans cette nouvelle variable, alors c'est à nouveau assez compliqué, le système quasi-linéaire d'avant, et je vois que sortent en fait plein de discontinuités de contact. En fait, il y a plein d'objets qui sont simplement transportés des traceurs passifs. Hein. Donc, c'est le cas de cette quantité, le long d'un problème de Riemann, de celle-ci. C'est le cas du déterminant, oui, c'est un invariant aussi de mon problème, donc ça c'est sympathique. Mais il reste cette équation, qui est vraiment non linéaire, au sens où il y a un produit vraiment non conservatif ici qu'on ne peut pas traiter autrement. Et ce que je propose de faire, c'est de suivre une approche qu'on avait commencé avec François il y a quelques années quand on avait traité le problème uniquement 1D. C'est d'appliquer une approche de type relaxation sur ce système pour proposer une valeur univoque aussi produit non conservatif. Voilà. Sachant qu'on va faire ce principe de relaxation d'abord en variable lagrangienne avant de le faire en variable eulérienne, en coordonnées eulériennes, puisque ça permet d'assurer la préservation. Donc là, je vais encore très vite. Donc on obtient un système réécrit en coordonnées lagrangiennes de cette manière, qui est beaucoup plus facile à lire. Et on voit qu'il y a toujours un produit non conservatif ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vais voir que j'ai, comme si j'avais, qu'est-ce qu'on avait observé auparavant? On a un système qui est autonome en H-1 U, Cx, Cz, qui est exactement identique au problème 1D, traité il y a quelques années donc avec François, par cette approche. Et donc là, si c'est autonome et fermé, on peut reprendre exactement le même solver. On aimerait juste étendre ce solver à les nouvelles composantes de l'élasticité dans la direction transverse. Donc il y en a une qui ne pose pas problème, puisque c'est juste un nouvel invariant, c'est le déterminant du tenseur. Et puis il y a deux équations en plus. Bon, il y en a une, c'est une loi de conservation, pareil, c'est sympathique. On a envie en fait, finalement d'utiliser les mêmes principes d'approximation des systèmes fluides avec de la relaxation pour de la pression, sauf que c'est associé à un objet, cette pression-là, qui est ça, non conservatif. Donc, alors bêtement, si on propose de relaxer tous les termes non linéaires qu'on voit apparaître comme des pressions, eh bien, voilà ce que ça donne. Bon, désolé, il y a encore beaucoup d'équations. Du coup, on a introduit une nouvelle pression, ça donne ça qui est classique pour la relaxation uniquement en 1D. Et puis, il y a une composante transversale, donc j'ai rajouté cette nouvelle pression. On peut lui assigner donc une nouvelle équation pour la relaxer. Ça fait apparaître des nouveaux paramètres, évidemment. Et puis, ici, cette équation. Ah mince, il me manque encore un terme, j'ai l'impression. Ouais, il me manque un terme en B. Bon, voilà, donc il manque un terme, qui était justement le produit non conservatif, qui apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Donc là, je suis embêté, mais je vais pouvoir. Donc je vous prétends, après des calculs, puisqu'on va faire une approximation par relaxation, donc on n'aura que des... Alors je prétends ce système est linéairement dégénéré, donc on a un nombre fini d'états à calculer quand on fait la solution du problème de Riemann, et on peut arriver à fixer les valeurs du paramètre. Alors donc voilà, ça c'est un paramètre dont on n'a pas la valeur du signe, c'est celui qui est associé au produit non conservatif. On peut lui trouver des valeurs, et un algorithme qui à la fin va permettre de respecter toutes ces relations qu'on aimerait avoir sur l'énergie. Donc je décompose l'énergie en plein de termes, et je fais en sorte que le long de dans chacun des états intermédiaires, et donc entre chaque
nouvelle onde, j'en ai un nombre fini, hein, puisque j'ai supposé un solver simple, j'arrive à préserver la dissipation d'énergie. Alors, en fait, j'ai 6 conditions à vérifier. Et pour montrer que je les vérifie, à nouveau, une astuce qui a été proposée il y a quelques années, je crois par Benoît Pertam et des collaborateurs, c'est d'adjoindre la variable libre énergie en plus et de résoudre cette équation en plus dans le système déjà gros ici. Et on arrive à calculer du coup les conditions à satisfaire pour choisir des paramètres de telle manière que l'énergie est bien dissipée. Alors, pour résumer, j'ai dû choisir une variable d'état pas triviale pour les volumes finis. J'ai pris celle-là. Alors, je ne dis pas que c'est la seule, hein, mais au moins, dans cette variable d'état, eh bien, l'énergie est convexe. Voilà. Donc ça, je suis conscient que finalement, ça peut beaucoup impacter l'approximation numérique. Et puis, on a résolu les problèmes non conservatifs. Comment ? Simplement en proposant un solver de Riemann 1D. Et puis, quand on le développe le nom d'un nombre fini d'ondes, eh ben, on a toutes ces relations avec, c'est quoi ces valeurs-là ? C'est les valeurs des ondes intermédiaires à calculer, qu'on a d'abord calculées en lagrangien, puis on les a remis en eulérien. Et en fait, qu'est-ce qui change en eulérien ? Rien du tout parmi les états intermédiaires. C'est uniquement les vitesses d'onde qui vont changer. Voilà. Donc, on a un solver complètement calculable. Et je prétends que, donc ça c'était pour SVTN, et en fait que pour SVUCM, quand je change le signe, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait finalement, je n'ai pas le produit non conservatif. C'est la seule chose qui n'apparaît pas. Il disparaît dans le solver de relaxation de ce type. Et donc c'est ça que je vous ai montré avant, qu'on peut essayer de comprendre maintenant dans des vrais cas 2D. Donc ce que j'avais montré tout à l'heure, hein, le dam break circulaire, où là j'ai montré le champ de vitesse. Voilà ce que ça donne. Alors mince, ça passe pas très bien là, c'est pas très beau. Donc ça c'est avec la viscoélasticité. Donc j'ai pris le même nombre de Froude, j'ai pris pas beaucoup d'élasticité et j'ai pris pareil un nombre de Weissenberg assez grand qui n'agit pas en fait sur le temps de la simulation t égale 0.2. Donc là on voit quoi ? On voit la goutte qui s'est effondrée, mais par rapport à shallow water. Donc shallow water ça fait une onde de détente là gentiment qui n'est pas très haute. Ici, en fait, le fluide il est un peu empêché à cause de l'élasticité de couler, donc l'onde de choc est un peu ralentie, et puis du coup, à l'intérieur, l'onde de détente, là, ça monte beaucoup plus haut, il y a la conservation de la masse. Bon, ici, c'est les deux composantes de la vitesse, c'est pas très intéressant, là j'ai mis le champ de vecteur, mais on voit rien parce que c'est une trop grosse résolution, donc bon, c'est très axisymétrique. Et puis, alors c'est ça qui est intéressant, donc toutes les composantes x, y, xy, et z de l'élongation. Eh bien, on voit que, à nouveau, il y a le long de l'onde de choc et le long de l'onde de détente, il se passe des choses, donc c'est exactement symétrique en xy. Il y a un petit peu de choses dans la direction transverse, et puis z, ça compense exactement ce qui se passe dans la direction longitudinale. Alors, bon, là, vous n'êtes pas capable de me dire ce qui se passe, moi non plus. Par contre, si je change g, je prends un g plus grand, donc le milieu est avec un module d'élasticité plus important, et on voit la discontinuité de contact qui apparaît vachement haut ici. En fait, on est allé même plus bas, les vitesses sont plus basses, et ici, si on regarde la taille des déformations, elle est bien inférieure, oui, parce que c'est plus dur de déformer le matériau. Donc on est content, en 2D, tout ce que j'avais dit, ça se prolonge encore. Et maintenant, est-ce que j'ai des différences entre les deux modèles, quand j'ai changé la dérivée surconvective ? Parce que tout à l'heure, on ne voyait pas grand-chose. Et la réponse est oui. Et c'est un peu surprenant. Et là, je n'ai pas encore compris pourquoi. Donc là, il y a encore des choses à comprendre. Donc là, j'ai pris une coupe transversale le long d'un axe radial de ce que je vous ai montré en 2D. Donc ça, c'est la hauteur d'eau, voilà, enfin d'eau ou bien de fluide. Bon, on ne voit pas beaucoup de différence entre les deux modèles. Donc les petites croix, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, c'est upper convected. Et ça, c'est les modèles Techoukov, donc la dérivée de Cotter-Rivlin. Bon, on ne voit pas beaucoup de différence sur H et sur U. Par contre, sur les déformations, c'est très différent. Les déformations sont plus importantes dans l'onde de détente pour la surconvectée, et elles sont plutôt importantes dans l'onde donc ça c'est CX, et elles sont importantes dans l'autre onde pour le modèle de Techoukov. Donc il y a des différences, je n'ai pas encore compris pourquoi, donc ça c'est un peu une chose ouverte. Et surtout, maintenant, est-ce qu'on est encore capable de produire, en un sens, des instabilités numériques ? Et là, c'est un peu décevant, donc, comme c'est un travail encore un peu en cours, voilà où j'en suis. Sur ces instabilités numériques, on n'en a pas produit avec des écoulements tels que je vous ai montré avant, qui sont des ondes de surface, en fait, finalement, où il ne se passe pas grand-chose parce qu'on n'a pas de contraintes liées à la géométrie.
Et oui, le flow Piso-cylinder que j'avais montré au départ, il y a une contrainte forte liée à la géométrie qui fait que ça recircule et qu'il y a des produits non linéaires un peu bizarres, quoi. Donc, ici, les problèmes à Grand Weissenberg, je pense qu'ils sont plutôt contraints par des conditions au bord que je n'ai pas encore vraiment adressées avec cette approche hyperbolique. Et pour les rajouter, on peut finalement se mettre dans le cadre identique, hein, sur le même pied d'égalité que les cas qui regardent le temps de retard non nul, et on peut rajouter une composante purement visqueuse, hein. On peut très bien la traiter en conservant l'énergie dans l'étape 2 de l'algorithme. Et un autre cas classique d'instabilité de Weissenberg, c'est la lead-driven cavity. Donc là, j'ai représenté à nouveau les mêmes composantes. Hein, donc ça, c'est H, U, V. Ça, c'est le champ de vecteur V dans une lead-driven cavity, et puis les 4 composantes. Bon. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Donc cette lead-driven cavity, c'est quoi? C'est une géométrie 2D, hein, où on fait couler en permanence une vitesse en haut, et puis là, on a des murs fixes imperméables. Et donc, dans ce cas-là, on arrive à produire un petit tourbillon. Très bien. La viscoélasticité, donc le tourbillon, il n'est pas important, hein. Il n'est pas très grand comme quand on fait un fluide beaucoup non élastique, en fait, beaucoup plus mobile. Et en fait, ce qui se passe avec le HWNP dans ce cas test-là, c'est que avoir une solution résolue avec un tourbillon bien fixe, c'est difficile dès qu'on prend un Weissenberg assez grand. Et pour l'instant, je ne vois pas encore de telles difficultés. Donc j'ai pris des Weissenberg malheureusement pas encore très très grands, parce que ça prend des temps de calcul très très longs, et en Scilab, c'est pas encore génial, mais disons que sur un temps très long, j'arrive à voir la convergence de mon erreur vers 0, de l'erreur numérique, et entre deux pas de temps. Donc je converge vers des états stationnaires, et donc je pense qu'il y a de l'espoir pour comprendre des choses. Malheureusement, c'est beaucoup plus long, et donc le côté un peu décevant de cette approche, c'est que maintenant il faut traiter les conditions de bord avec une approche hyperbolique, et évidemment encore une chose que je n'ai pas écrite là, c'est que la lead-driven cavity, ça s'adresse à des fluides plutôt incompressibles, donc à très petit nombre de Froude, très petit nombre de Mach. Donc pour pouvoir créer ça, là j'ai pris G égale 10 puissance 6. Donc il faut aussi être capable de traiter l'asymptotique G égale 10 puissance 6 pour voir apparaître peut-être des HWNP et comprendre ce qui se passe. Donc il y a encore du travail. Mais bon, pour conclure, je pense que je n'ai pas beaucoup de retard, pour conclure, donc on peut généraliser Saint-Venant à des fluides viscoélastiques de type Maxwell, c'est-à-dire avec un temps de relaxation. Ça permet de créer des modèles d'écoulement viscoélastique qui sont des modèles quasi linéaires hyperboliques, où on préserve la masse, l'énergie, on a un second principe. Ça, c'est quelque chose qui est assez séduisant formellement. Et puis, en plus, on peut, de manière assez prédictive, donc pragmatique, pour faire de la simulation numérique, créer des schémas numériques qui préservent la consistance avec l'entropie. Même, je suis incapable de montrer que ça converge vers quelque chose de continu, parce que bon, les produits non conservatifs, tout ça, là, je n'ai pas très bien adressé ce problème, et on est en multi-D. Mais bon. Donc, il y a un peu, je pense, du progrès, parce que ces modèles n'avaient pas été simulés, même s'ils avaient été proposés avec des petites différences il y a 20 ans par Beris. Et puis, pour conclure, la question à laquelle peut-être vous pensiez que j'allais répondre aujourd'hui, est-ce que Maxwell a vraiment rencontré Saint-Venant? Donc ils sont contemporains, comme on le voit. Maxwell a vécu beaucoup plus longtemps, il a connu la naissance et la mort de Maxwell. Et en fait, il y a des écrits de Maxwell, parce qu'il a beaucoup philosophé aussi, dans lesquels il parle de ce qu'il a lu de Saint-Venant. Donc Maxwell a certainement tiré parti des travaux de Saint-Venant, qui était son aîné, mais probablement ils ne se sont jamais rencontrés. Donc bon voilà, donc, je suis bien à la mode, j'ai encore fait une fake news, voilà, et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.